Bien, bonjour. Dans ce cours-là, ce qu'on va regarder, c'est ce qu'on appelle les systèmes de coordonnées curvilignes. Donc ça fait suite au chapitre précédent sur les opérateurs différentiels. Et jusque-là, on ne s'est pas posé trop de questions. On a travaillé avec x, y, z dans ce qu'on appelle le repère cartésien, mais en fait, en pratique, c'est pas toujours un bon repère pour analyser les problèmes physico-chimiques. On peut avoir besoin d'utiliser des repères un peu différents. Et donc il faut qu'on apprenne à écrire des systèmes de coordonnées autres que simplement le système de coordonnées cartésien. Donc c'est à ça qu'on va consacrer ce cours et voir comment les opérateurs différentiels évoluent suivant ces systèmes de coordonnées. Donc pour commencer, on va d'abord venir à quelques notions préliminaires qui vont être importantes pour la suite pour bien comprendre ce qui se passe. On va considérer d'abord une fonction vectorielle. Alors c'est un petit peu différent de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Une fonction vectorielle, elle est fonction que d'un seul paramètre, d'accord, x de t. En revanche, elle a n composantes dans un espace à n dimensions. Elle a une composante sur une direction 1, sur une direction 2, etc., sur une direction n. Donc c'est un vecteur de n fonctions dans un espace de dimension n. D'accord. Et du coup, quand vous tracez x, si vous êtes dans un espace à 3 dimensions, vous aurez une ligne dans votre espace à 3 dimensions, qui est ce qu'on appelle une courbe paramétrée. Et alors, dans la façon très particulière de le dire, c'est que x de t est un paramétrage de la courbe. En fait, il y a plusieurs façons de paramétrer une courbe donnée. Mais là, on ne va pas rentrer dans trop de détails à ce niveau-là. Prenons un exemple. Si on prend la fonction x de t qui s'écrit cosinus t dans la direction x, plus sinus t dans la direction y, donc soit suivant le vecteur j, plus t dans la direction z, donc multiplié par le vecteur k. Ce qu'on voit, c'est que dans le paramétrage, dans les directions ij, là, cosinus t, si on prend x égale cos t, y égale sinus t, ça vous donne un cercle. Mais ce qu'on voit, c'est que ce cercle, il ne va pas reboucler sur lui-même, parce qu'au fur et à mesure que t va augmenter, on va avancer dans le cercle, et on va monter suivant z. Et donc on obtient la figure qu'on a ici, c'est-à-dire que si vous regardez par le dessus, ça fait bien un cercle, mais en réalité, au fur et à mesure qu'on tourne dans le cercle, en fait, ça monte et ça fait une spirale, montante ou descendante, suivant comment vous voyez les choses. Donc ça, on peut le dérouler, entre guillemets, à l'infini. Et donc, voilà, ça vous fait une courbe ici, pour cette fonction vectorielle-là. C'est le paramétrage de cette espèce, enfin pas de cette espèce, mais de ce tire-bouchon. Si je ne dis pas tout faire un tire-bouchon, parce que le diamètre est constant, mais voilà. De ce colimaçon, mettons. Donc voilà, donc ça c'est ce qu'on appelle une fonction vectorielle, d'accord. Donc c'est fonction d'une seule variable, mais qui se trouve plongée dans un espace de dimension 3 ou plus, par exemple, dans le cas qui nous a intéressé ici. Une dimension 2 d'ailleurs, on peut en mettre une dimension 2. Voilà. Maintenant ce qui va nous intéresser, c'est, qui va nous servir aussi par la suite, ça va être la dérivée d'une fonction vectorielle. Comment est-ce qu'on dérive une fonction vectorielle ? Comme on dériverait finalement intuitivement la chose, hein. La dérivée de la fonction vectorielle, ça va être d'appliquer la dérivée à chacune des composantes de cette fonction vectorielle, et ça donnera une autre fonction vectorielle qui sera sa dérivée, x', et dont les composantes seront les dérivées de chacune des composantes de la fonction x. Donc là, il n'y a pas tellement de surprise. Si vous voulez dériver une fonction vectorielle, vous dérivez chacune de ses composantes, et ça vous donne la fonction vectorielle dérivée de la fonction vectorielle. Prenons un exemple par rapport à notre cas précédent. Notre fonction vectorielle x de t, c'était cos ti plus sinus tj plus t k. Si on veut prendre la dérivée de x de t, la dérivée de cosinus c'est moins sinus, donc ça fera moins sinus t i. La dérivée de sinus c'est cos, donc ça fera plus cosinus t fois j. Et la dérivée de t c'est 1, donc plus k. Donc ça c'est la dérivée de notre fonction vectorielle x qu'on a au-dessus, donc qui s'appelle x' de t du coup. Donc là il n'y a pas de notion de dérivée partielle, parce qu'on est bien d'une seule variable, donc c'est directement une opération de dérivation ordinaire, composante à composante, quoi. Ok. Et maintenant, et ça c'est quelque chose qui va nous être très utile, ça va être comment est-ce qu'on peut regarder la droite tangente en un point à une courbe comme celle-là donnée. Donc on va se placer à un point t0 d'une fonction vectorielle, et la droite tangente en ce point x de t0, elle est portée par un vecteur qui est donné par cette dérivée qu'on vient de voir. Donc ce vecteur tangent, il va être dans la direction x', donc la dérivée de x au point t0. Et on pourra paramétrer cette droite si on en a besoin, et donc écrire que c'est une droite y qui dépend d'un paramètre qui est t, et elle sera égale à la valeur
Donc si pour tout point M soit de l'espace, dans quel cas c'est désigné par un triplet, ou du plan, c'est désigné par un doublet, il existe un triplet donc UVW, et si pour tout triplet UVW il n'existe qu'un seul point au maximum M, l'ensemble de ces triplets ou de ces doublets est ce qu'on appelle un système de coordonnées curvilignes, c'est-à-dire qu'on peut situer tous les points, soit de l'espace, soit du plan, à partir de ces triplets. Voilà. Et donc dans le plan, ça veut dire qu'on doit avoir des applications, des fonctions, qui vont transformer les UV en X, donc phi de UV va nous donner la coordonnée en X, et psi de UV va donner la coordonnée en Y. Donc c'est comme ça qu'on a des fonctions qui permettent de transformer les coordonnées cartésiennes XY en coordonnées curvilignes UV, ou dans l'espace, les coordonnées cartésiennes XYZ en coordonnées UVW, phi, psi, zeta. Enfin, c'est plus exactement, on remonte là, le sens dans lequel je l'ai écrit, c'est pour remonter des coordonnées curvilignes vers les coordonnées cartésiennes. Voilà. On va avoir besoin, par ailleurs, d'utiliser ce qu'on appelle les courbes coordonnées, et ça va nous rappeler tout de suite ce qu'on a vu, c'est-à-dire notamment en 3D, ça va être des lignes, c'est ce qu'on appelle les lignes ou les courbes coordonnées, c'est les courbes qu'on obtient en ne laissant varier que soit U, et on va la noter gamma U, que soit V, on va noter gamma V, ou soit W, et on va donner ça gamma W. Et donc ces lignes-là, qu'on appelle donc les courbes coordonnées ou les lignes coordonnées, vont donner un espèce de sens visuel et géométrique à notre système de coordonnées. Et évidemment, comme vous voyez comment c'est défini, si je considère que gamma U, par exemple, c'est ce que j'obtiens en ne laissant varier que U, vous voyez que ça nous fera x égale phi de U avec VW constant, y égale psi de U avec VW constant, et z égale zeta de U avec VW constant. Et ça, c'est une magnifique fonction vectorielle, en fait, du coup. D'accord. D'où l'intérêt qu'on vient d'avoir juste avant sur les fonctions vectorielles. Ok. Une grandeur qui va être extrêmement importante pour ce chapitre et pour les derniers chapitres sur l'intégration, c'est le jacobien, et la matrice jacobienne qu'il faut calculer avant. Donc une matrice jacobienne dans le plan, dans l'espace, et même dans n'importe quel espace, ça se construit toujours de la même façon. C'est pour les transformations qu'on vient de voir, qui permettent de passer des coordonnées UV aux coordonnées XY. C'est la matrice pour laquelle on a dφ sur du sur la première ligne, dφ sur dv, et sur la deuxième ligne, dψ sur du, dψ sur dv. Ça c'est dans le plan, et dans l'espace, ce serait dφ sur du, dφ sur dv, dφ sur dw. Première ligne, dψ sur du, dψ sur dv, dψ sur dw. Deuxième ligne et troisième ligne, dz sur du, dz sur dv, dz sur dw. Vous voyez que c'est une matrice où en fait, sur les lignes, on dérive les fonctions phi, psi, zeta par rapport successivement à chacune des variables u, v, w. Il faut bien faire attention à mettre que phi sur la première ligne, que psi sur la deuxième, que zeta sur la troisième, et que u dans la première colonne, que v dans la deuxième colonne, et que w dans la troisième colonne. Si vous respectez ça, quel que soit l'ordre, pour le coup, ce ne sera pas important dans la suite de ce qu'on fait. Et donc ça, c'est la matrice jacobienne, et ce qu'on appelle le jacobien, c'est le déterminant de la matrice jacobienne. D'accord. Alors, un point important à noter, ce qu'on impose d'un point de vue mathématique à ces fonctions phi, psi et zeta, c'est qu'elles soient ce qu'on appelle de classe C1, c'est-à-dire qu'on puisse les dériver au moins une fois, de façon continue, et qu'elles puissent être inversées, c'est-à-dire qu'on puisse trouver des fonctions alpha, bêta et gamma de x, y, z qui permettent de remonter à u, pour ce qui est de alpha, que bêta de x, y, z permettent de remonter à v, et que gamma de x, y, z permettent de remonter à w. Quand on impose ces deux conditions-là, on peut montrer que J dans ce cas-là ne peut pas être nul. Et c'est très important pour ce qui va suivre qu'effectivement le jacobien ne soit pas nul. On va voir à quoi la matrice jacobienne servira par la suite, notamment au changement de variable dans les intégrales et un certain nombre d'autres choses. Infect. Commençons à prendre un peu des exemples. Un premier système de coordonnées curvilignes qui est très important dans le plan, c'est le système de coordonnées polaires. Vous voyez le point M ici, il est repéré par son abscisse X et son ordonnée Y, c'est une première façon de le repérer, mais je peux aussi décider de le repérer autrement et de le repérer à partir de ce vecteur rouge là, pour lequel j'ai besoin de deux informations. D'une part, la longueur de ce vecteur, la norme de ce vecteur, la valeur R ici, et l'angle que fait ce vecteur avec l'axe des X, cet angle que je vais appeler θ. Et donc, à partir du moment où j'ai R et θ, je connais parfaitement la position de M, et elle va correspondre avec ce qu'on attend en coordonnées cartésiennes. Et là, on voit un peu du coup quelles vont être les opérations qui permettent de passer des coordonnées cartésiennes aux coordonnées polaires. Ce qu'on voit dans ce cas-là, c'est que la valeur
de l'abscisse, donc la valeur de x, c'est cette longueur ici, là je projette le point M sur l'axe des x, donc c'est cette longueur-là. Je vois que ça me fait un triangle rectangle, hein, d'accord. Et je vois que c'est le côté adjacent à l'angle θ, et donc cette longueur-là, c'est vraiment de la géométrie de base, hein, c'est la longueur de l'hypoténuse, r multiplié par le cosinus de θ. D'accord. R cos θ, ça va être égal à x. Et y, ça va être la transformation suivant psi, ça va être, là pour le coup c'est le côté opposé, c'est cette longueur-là, donc c'est la longueur du côté opposé à l'angle, donc cette longueur-là, là, elle est donnée par r sinus θ. D'accord. Donc la transformation psi qui à partir de r et θ nous donne la coordonnée y, c'est r sinus θ. Voilà. Donc maintenant on peut calculer la matrice jacobienne pour les coordonnées polaires. On se rappelle qu'on doit calculer la dérivée de la fonction phi sur la première ligne par rapport d'abord à r, mettons, donc la dérivée de r cos θ par rapport à r, c'est cos θ. Sur la deuxième colonne de la première ligne, c'est la dérivée de r cos θ par rapport à θ. La dérivée de cos θ par rapport à θ, c'est moins sinus θ, donc ça fait moins r sinus θ ici. Sur la deuxième ligne, on doit dériver psi d'abord par rapport à r, puisque là on a dérivé par rapport à r, pour être consistant, on doit en dessous dériver aussi par rapport à r. C'est très important d'être consistant hein, entre les lignes et les colonnes. Donc la dérivée de r sinus θ par rapport à r, c'est sinus θ. Et la dérivée de r sinus θ par rapport à θ, la dérivée de sinus c'est cosinus, donc ça fait r cos θ. Donc ça c'est la matrice jacobienne des coordonnées polaires. Et le jacobien c'est le déterminant de cette matrice, c'est-à-dire cos θ fois r cos θ, ça fait r cos carré θ. Moins par moins, ça va faire plus r sinus carré θ. Après, on peut mettre r en facteur, ça fait r facteur de cos carré θ plus sinus carré θ. Et si vous vous rappelez de votre trigonométrie, cosinus carré plus sinus carré, ça fait 1. Donc ça fait r facteur de 1, ça fait r. D'accord. Donc le jacobien des coordonnées polaires fait r. Okay. On verra plus tard, on va s'en resservir tout à fait abondamment de cette propriété-là. Deuxième point important qu'on peut regarder, c'est les lignes coordonnées de ce système. Donc on a vu tout à l'heure, les lignes coordonnées, c'est les courbes pour lesquelles on va avoir U égale constante ou V égale constante, qu'on va noter. Alors, il y a deux façons de les noter. Soit on donne en référence à la variable qui est prise comme étant constante, et dans ce cas-là, on noterait U égale constante gamma U et V égale constante gamma V, soit par rapport à la valeur qui est laissée libre, au contraire, et variable. C'est cette dernière convention que je vais prendre, c'est-à-dire que pour U égale constante, j'ai noté ça gamma V, c'est V qui est variable. Donc, à 3 dimensions, tout de suite, on a plus de trucs qui restent constants, on en a 2 et une qui est variable, c'est moins casse-pied à noter comme ça. Voilà, c'est tout. Et puis on voit par rapport à quoi on trace la courbe, je trouve ça plus naturel, mais c'est pas le cas de tout le monde. Bref, donc les lignes coordonnées du système, donc ici ça va être gamma V, gamma U, on peut les tracer, alors je l'ai fait de façon très anticipée. Quand on prend dans les coordonnées polaires, les lignes pour lesquelles le rayon est constant, en fait, c'est des cercles qui vont être centrés sur O. D'accord ? Vous voyez que là, si je prends tous les points sur ce cercle-là, ils ont tous la même valeur de R. Et θ peut varier. Donc ça, c'est les lignes gamma θ. En fait, en bleu ici, c'est gamma θ. Θ varie et R est constant. Et c'est centré sur O, puisque c'est à partir de O que vont se tracer ces cercles. A l'inverse, si je prends θ égale constant, ça veut dire que je fixe l'angle et je laisse R varier, donc mettons un angle ici, θ qui vaut je sais pas combien, pi sur 3, je dirais. Non. Attendez, j'en ai combien là ? 1, 2, 3, pi sur 6. Donc ici, suivant cet angle qui fait pi sur 6, si je fais varier R, donc θ est constant mais R varie, je peux prendre n'importe quelle valeur dans la direction donnée. Alors ça peut être des demi-droites en fait, attention, parce que R est strictement positif. Si je veux, petite erreur que je viens de commettre, on n'a pas le droit de partir dans des R négatifs. Pour avoir des R négatifs, il faut prendre la bonne valeur de θ et tirer positivement. Et donc, θ égale constante, ça va être des demi-droites issues de l'origine, suivant un angle θ, et n'importe quel point sur cette droite-là sera repéré par une valeur de R donnée dans toutes les valeurs possibles. D'accord. Donc ça, c'est les lignes coordonnées pour les coordonnées polaires. C'est les cercles concentriques à R constant, θ variable, et les demi-droites issues de l'origine pour θ constant, R variable. Donc c'est ce système de cercles et de droites qui repère les points dans l'espace en fait, avec les coordonnées polaires. Maintenant, ce qu'on va avoir besoin de faire, ça va être de construire des coordonnées curvilignes dans l'espace.
Donc dans l'espace, ça veut dire qu'on va avoir x, y, z, et on va avoir besoin de trouver des repères qui soient intéressants. Alors il y a plus de systèmes curvilignes que ce que je vais vous présenter. Je vais vous présenter les deux plus importants. Il y en a quelques autres encore qui sont connus et bien documentés. Mais ces deux-là reviennent très fréquemment parce qu'ils correspondent à beaucoup de situations qu'on rencontre fréquemment, à savoir d'abord les coordonnées cylindriques qu'on va voir là, et ensuite on verra les coordonnées sphériques. Donc dans les coordonnées cylindriques, le point M dans l'espace qui est positionné par x, y et z, donc z c'est sa valeur d'altitude si vous voulez, et les coordonnées x, y on projette dans le plan et ça nous donne y et z. Y et x, pardon. Il est fatigué. Ok, donc ça c'est une façon dans le repère cartésien de représenter le point M. Si on le représente avec les coordonnées cylindriques, on va utiliser toujours z pour ce qui est de l'altitude. En revanche, dans le plan, on va utiliser ce qu'on vient de voir en fait, à savoir r et θ. Et donc on aura x qui sera égal à r cos θ, y qui sera égal à r sinus θ, et z qui sera égal à z. Et ça c'est l'ensemble, c'est le système de coordonnées cylindriques. Les fonctions réciproques pour remonter à r, θ et z à partir de x, y et z, on voit que r va être égal à racine de x2 plus y2, là. Ça, le r ici, c'est la longueur de l'hypoténuse d'un triangle rectangle dont les côtés valent y ici et x ici. Donc l'hypoténuse, sa longueur, là, c'est racine de x2 plus y2. D'accord. On voit que c'est positif ou nul hein, pour ce qui est de r. Alors là, c'est un peu plus compliqué à voir parce qu'il y a deux situations différentes suivant que y est positif ou négatif, mais moralement, on comprend que θ va nous être donné par arc cosinus de x sur l'hypoténuse. Ça, c'est vrai pour les y positifs ou nuls, et pour les y négatifs, c'est 2π moins arc cosinus de x sur l'hypoténuse. D'accord. Donc ça nous permet de remonter à θ, et z est égal à z, il n'y a pas de changement. En termes de valeurs que peuvent prendre les r, θ, z, r doit être compris entre 0 et plus l'infini. Alors il se passe des choses un peu marrantes en 0, donc on peut l'exclure plus ou moins, le prendre par valeur limite simplement, puisque vous voyez que à partir du moment où r est égal à 0, vous pouvez considérer n'importe quelle valeur de z ou de θ, de toute façon ça va vous maintenir à l'origine en fait. De θ, pardon. Ça va vous maintenir à l'origine, donc z il va vous permettre de décoller sur l'axe des z. Et donc le point d'origine ici est défini de façon non unique. Et l'axe des z n'est pas tout à fait unique non plus, puisque on peut prendre n'importe quelle valeur de θ suivant z. Et rester sur l'axe z, pardon. Ok, θ va être typiquement pris entre 0 et 2π, alors on comprend qu'on pourrait prendre moins pi, ça permettrait aussi de faire des choses, mais c'est pas la façon dont on va traiter les choses en général, et z peut appartenir à r, hein, sur l'axe z ici, c'est des nombres réels. Voilà, pour se repérer dans les coordonnées cylindriques. Prenons un petit exemple quand même pour se situer. Si on considère le point 2, 2, 3 dans l'espace, dans les coordonnées cartésiennes, on peut d'abord calculer r. R va être égal à racine de x carré plus y carré, c'est-à-dire racine de 4 plus 4. Ça fait racine de 8. 8, ça fait 2 racines de 2. Donc ça, c'est la valeur de r. Et après, on cherche la valeur de θ. D'accord. Θ, du coup, va être égal à, puisque y est positif, ça va être égal à arc cos de x sur r. Donc arc cosinus de 2 sur 2 racine de 2, ça fait arc cosinus de 1 sur racine de 2, ou racine de 2 sur 2. Et l'angle pour lequel le cosinus vaut racine de 2 sur 2, c'est pi sur 4. D'accord. Voilà, les z c'est égal à z. Hein. Donc le point 2, 2, 3 en coordonnées cylindriques, il va s'écrire 2 racines de 2 pour r, pi sur 4 pour θ, et 3 pour z qui ne change pas. Voilà. Les lignes coordonnées maintenant du repère cylindrique. Donc je rappelle ici hein, la définition des x, des y et des z. Ça va être d'abord pour gamma z, ça va être donc des droites verticales. Hein. On laisse un z arbitraire avec x et y qui vont être fixés, enfin un point dans le plan. Alors, x et y donc x et y sont fixés parce que r et θ étant fixés. D'ailleurs vous fixez r et θ, vous voyez que x est une constante, y est une constante et seul z varie. Donc les lignes gamma z, ça va être des lignes verticales perpendiculaires au plan XY. Donc ça, c'est les lignes coordonnées gamma z. Les lignes coordonnées gamma θ, pour lesquelles on va laisser θ variable et les autres constants, on voit que z va être fixé, donc ça va être dans un plan parallèle à x, o, y, d'accord. Ça va être dans un plan à z constant, donc parallèle au plan de base xy, là.
x étant égal à r cos θ et y étant égal à r sinus θ, dans ce plan-là, r étant pris constant, ce qu'on obtient, c'est qu'on a à θ arbitraire, on a un cercle de rayon r. On est en train de paramétrer un cercle de rayon r à une altitude z fixée. D'accord, donc typiquement, ça va être des cercles rouges comme ça, centrés sur l'axe des z, à l'altitude z considérée, et de rayon r fixé par la valeur de r constante qu'on considère. Donc ça, c'est les gamma θ. Et ensuite, les lignes coordonnées gamma r, cette fois-ci, on voit que ça va être à nouveau à z fixé, puisque z étant pris constant, on va à nouveau se situer dans un plan parallèle à xy, d'accord. Et x étant égal à r cos θ, y étant égal à r sinus θ, c'était comme tout à l'heure, comme on en fait en fait avec les systèmes de coordonnées polaires. On se retrouve en fait avec des droites issues de l'origine dans ce plan parallèle à xy, d'accord, avec un angle θ par rapport à l'axe des x en fait. D'accord. Voilà. Donc l'angle θ avec OX et R varie, donc ça va être une demi-droite issue de l'axe des Z, voilà, qui rayonne à partir de là. Donc ça c'est les lignes coordonnées gamma R. Donc lignes coordonnées gamma R, c'est toute la famille de droites comme ça, à toutes les altitudes Z. Tous les gamma Z, c'est toutes les droites verticales qui remplissent tout le plan XY. Et tous les gamma θ, c'est tous les cercles centrés autour de l'axe des Z à toutes les altitudes. Voilà. C'est comme ça que les coordonnées cylindriques permettent de repérer les points dans l'espace. Maintenant, on va venir aux coordonnées sphériques. Alors, on voit très bien des systèmes sphériques en chimie, c'est les atomes. Donc, c'est vraiment un système de coordonnées qui est très important. Alors, il y a plusieurs façons et plusieurs conventions qui existent. J'en ai pris une, il y en a d'autres. Et c'est pas unifié, donc il faut bien faire attention à comment s'appellent les angles, comment les choses sont prises. Voilà. Mais donc, moralement, c'est toujours la même chose, mais après, les lettres peuvent varier. Pour des R ou des ρ, vous pouvez trouver le phi à la place du θ, ou encore d'autres noms. Enfin, bref. Donc là, il faut un peu faire gaffe. Mais donc, moi, la référence que je prends, donc ici, pour positionner le point M, on voit qu'on va le repérer à partir de deux angles et d'une longueur. D'accord. Donc la longueur R ici, d'accord, entre le point M et l'origine, et deux angles, un angle dans le plan X, Y, donc l'angle que fait la projection de ce R dans le plan XY, donc c'est toujours le bon vieux θ qu'on a vu avant dans notre repère polaire et dans le repère cylindrique avant. En revanche, maintenant on n'a plus Z, on a un angle phi que fait le vecteur qui unit le point M à l'origine avec l'axe Z. Et ça, maintenant c'est l'angle phi qui nous repère. Du coup, pour se repérer ici, on voit que la cote en Z, elle va être égale à R cosinus phi, parce que la cote en Z, c'est l'angle adjacent à phi, pardon, c'est le côté adjacent à l'angle phi, avec l'hypoténuse qui vaut R. Donc, cette longueur-là, c'est R cosinus phi, R étant notre hypoténuse. Et donc, quand on se projette ici, la longueur ici projetée, c'est le complémentaire, c'est R sinus phi. D'accord, le segment rouge ici vaut R sinus phi, qu'on va reprojeter suivant Y ou suivant X, et donc ça va donner R sinus phi cos θ pour ce qui est de X, et R sinus phi sinus θ pour ce qui est de Y. Donc vous voyez, c'est toujours un peu la même gymnastique, progressivement, hein. Quand on passe des coordonnées polaires au cylindrique et des cylindriques au sphérique, on repère un peu des choses qui sont tout à fait cohérentes. Maintenant, pour remonter dans l'autre sens, c'est les applications qui permettent de remonter dans l'autre sens. R va être égal, c'est l'hypoténuse, mais en fait dans l'espace, ça va être égal à racine de x2 plus y2 plus z2. D'accord. Phi, ça va être l'arc cosinus de z, l'altitude, sur R, sur racine de x2 plus y2 plus z2. Et θ, c'est la même relation que tout à l'heure, il n'y a rien qui change. C'est r cos de x sur racine de x2 plus y2. Alors attention, c'est pas le R sphérique, c'est le R cylindrique qu'il faut prendre ici. Donc c'est racine de x2 plus y2. Cylindrique moralement, on n'est pas dans la paire cylindrique. Et si y est positif, si y est négatif, c'est 2pi moins r cos de x2 plus y2. Sur racine de x2 plus y2. Les valeurs des paramètres, même logique que tout à l'heure, hein. Le R va être compris entre 0 et plus l'infini. θ va être compris entre 0 et 2pi, on peut faire un angle complet θ. En revanche, phi va varier entre 0 et pi, hein, suivant qu'on bascule d'un côté ou de l'autre de l'axe des Z. Là, pour le coup, ça varie que de 0 à pi. D'accord. Autant dans le plan XY, pour se repérer, il faut faire tout le tour, donc 2pi. Pour se repérer ici en angle, il suffit de faire pi pour parcourir toutes les possibilités. Voilà donc les valeurs possibles de ces trois paramètres. À nouveau, prenons un exemple pour se repérer, donc que je n'ai évidemment pas pris au hasard. Si on prend le point A qui s'écrit racine de 6, 2, on commence d'abord par calculer R. Okay. Donc R c'est racine de x carré plus y carré plus z carré, donc ça fait racine de 6 plus 4.
Okay, 6 et 6, ça fait 12. 12 et 4, ça fait 16. Racine de 16, ça fait 4. Donc R est bien égal à 4. Après, pour trouver phi, on va prendre arc cosinus de la coordonnée en z divisé par 4. Donc 2 sur 4. 2 divisé par 4. Ça fait arc cosinus de 1,5. Ça fait pi sur 3. D'accord. Donc phi, l'angle phi ici, là, vaut pi sur 3. Et pour ce qui est de θ, ça va être l'arc cosinus, comme y est positif, ça va être l'arc cosinus de racine de 6 sur racine de 6 plus 6. Donc sur racine de 12. Ça fait racine de 6 sur 12, ça fait racine de 1 sur 2, ou racine de 2 sur 2. Et là, on connaît cet angle θ, c'est pi sur 4. L'angle tel que cosinus fait pi sur 4. Racine de 2 sur 2, c'est pi sur 4. Voilà, et donc on peut le représenter, ce point racine de 6, 2, en coordonnées sphériques, va se représenter par le point 4, pi sur 4, pi sur 3. Si je donne r, θ, phi. D'accord. Voilà. Les lignes coordonnées maintenant pour le repère sphérique. Donc je rappelle ici l'écriture des différents x, y et z. Donc gamma θ, ça veut dire qu'on laisse θ varier, et r et phi vont être constants. Donc si phi et r sont fixés, vous voyez que z va être fixé. R et phi étant fixés, ça c'est une constante. Donc à nouveau, on se retrouve dans un plan parallèle au plan xy, là. Et on laisse varier uniquement θ, x étant égal à r sinus phi, qui est une constante fois cos θ, et y étant égal à la même constante fois sinus θ, à nouveau, c'est des cercles qui vont faire un rayon R. Alors, pas tout à fait le rayon R, oui, une petite erreur là. Le rayon, c'est racine de x2 plus y2, donc le rayon, c'est pas exactement R. C'est du r sinus phi, le rayon. Que je dise pas de bêtises. Donc, un cercle de rayon R sinus phi, d'accord, centré sur l'axe Z, et à l'altitude R cos phi. Gamma R, donc gamma R cette fois-ci avec θ et phi constant, ça va être la même logique que ce qu'on avait tout à l'heure dans le plan, mais ça va être dans l'espace cette fois-ci. Donc on a θ et phi constant, donc ça nous donne une direction dans l'espace en fait, donnée par les angles θ et phi, et R va pouvoir varier dans cette direction. Donc la direction de l'espace va être donnée par sinus phi cos θ, sinus phi sinus θ et cos phi. Donc ça c'est un vecteur unitaire pour le coup. Et R peut prendre n'importe quelle valeur dans cette direction-là, donc ça va être des demi-droites radiales issues de l'origine. Voilà. Et ça c'est gamma R. Et gamma phi, j'ai été très court là pour le coup, mais gamma phi, vous voyez que vous avez, oui, parce que c'est un peu plus compliqué à voir et donc je ne me suis pas compliqué la life, vous voyez qu'on a une constante fois cos phi, et là une autre constante, R sinus θ, R cos θ, mais un peu plus subtile, qui en fait va donner un angle θ par rapport à l'axe X, dans lequel vous allez avoir du sinus phi. Donc là, on va paramétrer un cercle vertical, cette fois-ci, dans un plan tourné de θ par rapport à l'axe X, et dont le rayon de ce cercle, ce sera R. Voilà. Donc ça, ce sont donc des cercles verticaux qui peuvent tourner suivant θ, et c'est les lignes coordonnées gamma phi. Voilà. Donc on a vu les trois grands systèmes dans le système de coordonnées curvilignes polaires, et dans l'espace coordonnées cylindriques, coordonnées sphériques. Maintenant, ce qui va nous intéresser aussi beaucoup, ça va être ce qu'on appelle les bases locales ou repères locales d'un système de coordonnées curvilignes. Donc on a dit que notre point OM, on va le repérer dans l'espace si la coordonnée X est obtenue par phi de UVW, la coordonnée Y par psi de UVW et Z par zeta de UVW. Un point M est repéré dans l'espace par son vecteur R à partir de l'origine, donc OM est égal au vecteur R, et donc par phi fois EX, c'est-à-dire X fois EX en fait, plus Y fois EY, c'est-à-dire psi fois EY, plus Z fois EZ, c'est-à-dire zeta fois EZ. Ok, et donc maintenant ce qui nous intéresse, c'est de voir la valeur d'un vecteur tangent à la courbe gamma U au point M. C'est-à-dire que, rappelez-vous ce qu'on avait dit, pour le coup, sur les lignes, sur les fonctions vectorielles, ou sur pas les fonctions vectorielles, les courbes paramétriques au début. Si on prend une courbe paramétrique et qu'on va aller repérer une tangente, on va aller prendre la dérivée de son équation par rapport à la coordonnée qui nous intéresse pour obtenir l'équation de sa tangente. Donc le vecteur tangent à gamma U, qu'on va appeler TU, d'accord, il va être égal à dφ sur du fois UX, plus dψ sur du fois UY, plus dζ sur du fois EZ. Et éventuellement revenir un peu en arrière pour revoir ça.
Je ne fais pas des rappels sur des rappels, parce qu'après on n'y arrive plus. Donc ça nous donne le vecteur tangent en M, suivant chacune des coordonnées curvilignes UVW. On va noter HU, la norme de ce vecteur TU. D'accord. Et du coup, on pourra en déduire un vecteur EU unitaire qui sera égal à quoi? À ce vecteur tangent divisé par sa norme. Donc ça, si je prends un vecteur et que je divise par sa norme, par définition, j'obtiens un vecteur dont la norme est 1, et donc c'est un vecteur unitaire. Donc on va travailler que avec ces vecteurs unitaires quand on regardera les repères locaux, de façon générale. Et donc on voit qu'on peut construire les vecteurs EU, EV, EW en chaque point OM qu'on va considérer. On a une recette mathématique pour le construire. Et donc en chaque point, on peut construire une base de vecteurs unitaires suivant la direction, suivant le paramètre U, suivant le paramètre V, suivant le paramètre W, suivant la coordonnée U, la coordonnée V et la coordonnée W. On va considérer à chaque fois qu'on va construire des repères directs, c'est-à-dire que EW est égal au produit vectoriel de U par EV, dans cet ordre-là. Et donc dans ce cas-là, EU, EV, EW est bien un repère direct. Et on voit que ce repère, il va se déplacer avec M, c'est-à-dire que suivant où vous êtes dans l'espace, vous n'avez pas les mêmes lignes coordonnées, et donc le repère va se déplacer. On va voir des exemples tout de suite après, si c'est pas clair, vous en faites pas. C'est-à-dire que ce repère va être attaché au point M qu'on considère, et donc le repère local qu'on va former, parce qu'on va former ce qu'on appelle un repère local, qui va être désigné par le point M et les vecteurs EU, EV, EW. Okay. Mettons un peu d'exemple là-dessus. Commençons par regarder les coordonnées polaires. On se rappelle de ce qu'on a dit, le X qui est obtenu par un phi de r θ qui est égal à r cos θ, et Y est obtenu par psi de r θ qui est égal à r sinus θ. Donc on considère un point M que j'ai pris ici, et on va regarder d'abord TR, donc le vecteur tangent en faisant varier R cette fois-ci, tangent à l'équation de R. Donc ça nous fait dφ sur dr. Alors dφ sur dr ça fait cos θ, d'accord, et dψ sur dr ça fait sinus θ. Okay. Multiplié à chaque fois par ex, ey. Alors là, c'est la bonne nouvelle, c'est que c'est directement normalisé cette chose-là. Un truc cos carré θ plus sinus carré θ ça fait 1, racine de 1 ça fait 1, donc ce truc-là, il n'y a pas à le transformer pour trouver un truc normalisé. C'est plutôt sympatoche. D'accord. Donc ça c'est le vecteur TR. Okay. Et ensuite le vecteur. Alors voilà. Donc je ne l'ai pas tracé. Bon, c'est pas grave. On va tout écrire. On va voir comment tout ça apparaît bien ici. Je me rappelle plus tout à fait ce que j'ai sur la slide. On va voir au fur et à mesure. Et ensuite Tθ. D'accord. Cette fois-ci c'est la même chose, mais on va dériver par rapport à θ. Donc la dérivée de cos θ c'est moins sinus θ. Donc dφ sur dθ ça fait moins r sinus θ. Et dψ sur dθ ça fait plus r cos θ. Ey. D'accord. Donc ça c'est tr et tθ. hr est égal à 1. Si vous prenez la longueur de tr ici, ça fait cos carré θ plus sinus carré θ. Ça fait 1. Racine de 1 ça fait 1. La longueur de ce vecteur tθ là, pour le coup, c'est moins r sinus θ au carré, ça fait moins r carré sinus carré θ, plus r carré cos carré θ, ça fait r carré, racine de r carré, ça fait r. Donc hθ est égal à r. Donc ER, donc la base locale en M va être obtenue avec ER qui va être égal à cos θ EX plus sinus θ EY divisé par 1, donc ça ne change rien. Et hθ qui est égal à r va permettre d'écrire que Eθ va être égal à moins sinus θ plus cos θ Ey, parce qu'on a pris cette expression qu'on a divisée par r, donc les r ici et là disparaissent. Donc ça, c'est les vecteurs ER, Eθ de la base locale en M. Il manque un E à local ici. Je m'en excuse. Il y a des fautes d'orthographe sûrement qui traînent à droite à gauche. J'ai raté celle-là. Donc là, ici, ce que j'ai dessiné par anticipation, c'est un exemple. Donc on va prendre le point M pour lequel θ est égal à pi sur 6 et R est égal à 1. D'accord. Donc là, j'ai tracé, a priori, c'est un peu à l'échelle pour le coup. Donc le M égale pi sur 6, ça fait cet angle-là. On est là. D'accord. Et R est égal à... Alors, pardon, ça fait cet angle-là. Et R égale à 1, ça nous amène ici suivant cet angle. Donc ça, c'est le point M. Okay. Et ce qu'on veut, c'est tracer ER, Eθ dans ce point-là. Donc pour ER, on voit que ça nous fait cosinus pi sur 6, suivant X, et sinus pi sur 6, suivant Y. Donc cosinus pi sur 6, pour mémoire, c'est racine de 3 sur 2.
et sinus pi sur 6, c'est 1/2. Donc ER, on l'obtient en prenant à partir de M un vecteur qui est racine de 3 sur 2, suivant x, et 1/2 suivant y. Et donc ça fait cette flèche bleue ici, qui est le vecteur ER à partir du point M. Et on voit qu'effectivement, ça pointe dans la direction radiale. D'accord. Le vecteur Eθ, lui, pour le coup, on voit que moins sinus θ, ça va faire moins 1/2, et plus cosinus pi sur 6, ça va faire racine de 3 sur 2, et ça fait le vecteur qui est ici, Eθ. On voit qu'il est tangent au cercle sur lequel θ varie librement, entre guillemets. Et donc c'est le vecteur unitaire Eθ au point M. D'accord. Donc là, on voit que avec cette recette-là, on a créé un petit repère local en M qui est cohérent avec les coordonnées polaires. Voilà. Et donc, vous voyez que si vous prenez votre point M et que vous le déplacez, en fait, moralement, ce qui va se passer, c'est que ce repère-là va se déplacer avec. Le ER va continuer d'être pointé vers l'origine. Donc, si vous le mettez sur l'axe verticale, il va être vertical aussi. Et le paramètre le vecteur Eθ, il va continuer d'être tangent à ce cercle, et donc si vous êtes sur l'axe des Y, il va être horizontal, dans la direction que j'indique ici avec ma flèche. Voilà. Donc ça, c'est comment est-ce qu'on construit le repère local des coordonnées polaires avec toutes les recettes qu'on a vues avant. Alors je ne vais pas le répéter pour chacune d'entre elles, c'est un très bon exercice de le faire de votre côté pour appliquer, pour bien sentir comment les choses se combinent, mais si vous le faites pour les coordonnées cylindriques, ce que vous obtenez, c'est que votre repère local, au point M, il est constitué par un terme ER, alors là c'est du R chapeau parce que je ne l'ai pas dessiné moi-même, j'ai pas repris exactement les mêmes, j'ai pas trouvé exactement les mêmes notations et j'étais paresseux. Donc ça ressemble beaucoup, mais c'est pas exactement pareil. Je crois que ça vient de Wolfram, ça. Bref, ici donc le repère local en cylindrique c'est un vecteur Z vertical, d'accord, unitaire, bah oui, parce que l'axe des Z il change pas donc dans ce repère-là, donc il n'a pas changé lui. Un vecteur Eθ, donc ça c'est EZ en fait pour nous, un vecteur Eθ qui est tangent au cercle ici, et un vecteur ER qui est radial. D'accord. Donc on retrouve vraiment la même chose que la fois d'avant, c'est juste shifté entre guillemets de Z. Et si vous prenez les coordonnées sphériques, et là j'ai du bol parce que les amis de Wolfram ont pris les mêmes références que moi, c'est pour ça que j'ai retenu leur truc. Si vous prenez les coordonnées sphériques, ce que vous obtenez au point M, c'est un vecteur ER radial depuis l'origine, pas suivant l'axe des Z, mais suivant l'origine cette fois-ci, d'accord. Un terme Eθ, enfin un vecteur Eθ qui est tangent au petit cercle d'altitude Z ici, d'accord, et un vecteur Eφ qui est tangent au grand cercle ici vertical, d'accord. Au point M, tout ça forme un repère direct. Voilà. Ok, donc on a établi toutes ces propriétés des repères, et maintenant on va en venir à l'expression des opérateurs différentiels dans chacun de ces repères, parce que suivant qu'on est en coordonnées sphériques, cylindriques ou autres, les opérateurs différentiels vont changer de forme, et c'est ça qui va rendre ces différents repères très puissants, vous permettre d'écrire par la suite typiquement l'équation de Schrödinger dans un repère sphérique, c'est-à-dire de représenter vraiment un atome. Parce qu'un atome, c'est grosso modo, c'est bien représenté dans un repère central, dans les coordonnées sphériques. Si vous modélisez un réservoir cylindrique, les coordonnées cylindriques deviennent particulièrement pertinentes, etc., etc. Bref, tout ça pour dire donc qu'il va falloir qu'on apprenne à exprimer nos opérateurs différentiels dans les différents systèmes de coordonnées curvilignes. Alors on ne va pas démontrer ces choses-là, pour le coup vous pouvez les trouver dans les ouvrages d'analyse, je mettrai dans les références ceux dont je me sers, un en particulier qui a vraiment permis de construire ce cours, et d'autres qui ont permis de trouver des exercices intéressants, essentiellement c'est ça, et vous pouvez trouver des très bonnes choses sur YouTube, en ligne, ou sur des sites d'université. Voilà. Donc, ce vecteur, l'opérateur gradient, dans un repère, dans un système de coordonnées curvilignes, entre guillemets, quelconque UVW, il va s'écrire 1 sur HU, dérivée partielle par rapport à U de la fonction, multiplié par EU, plus 1 sur HV, D sur DV de la fonction, multiplié par EV, plus 1 sur HW, D sur DW de la fonction, multiplié par le vecteur EW. Donc c'est l'opération, c'est une façon linéaire d'écrire l'opérateur gradient. Ici, HU, HV, HW ont le sens qu'on leur a donné tout à l'heure, hein, donc c'est la norme des vecteurs tangents. Donc si on l'applique à la coordonnée cylindrique, ça vous donne que l'opérateur gradient en coordonnée cylindrique,
s'écrit d sur dr, df sur dr er, plus 1 sur r df sur dθ eθ, plus df sur dz ez. Donc ce terme-là change vraiment pas du tout. En coordonnées sphériques, l'opérateur gradient s'écrit d sur dr, df sur dr er, plus 1 sur r df sur d phi phi, plus 1 sur r sinus phi df sur dθ eθ. J'espère que j'ai bien adapté mes notations, parce que je suis passé d'un système de notation à l'autre. Bon, de toute façon, sur nos fiches d'exemple, tout ira bien, mais voilà, j'espère que j'ai pas fait une bêtise de notation ici. Je touche du bois là, je ne me rappelle plus. Et je ne vais pas le vérifier à la volée. On va dire que oui. Dans le doute, regardez sur n'importe quel bouquin d'analyse vectorielle, vous aurez tout ça écrit correctement, si j'ai fait une erreur là. Donc, prenons calculons le gradient dans différents systèmes pour une fonction f de x, y, z qui sera égale à racine de x2 plus y2 plus z2. D'accord. Donc on va prendre son gradient et on va noter r, le vecteur r, comme étant le vecteur x, y, z. X, première coordonnée, y, deuxième coordonnée, z, deuxième coordonnée. J'écris transposé parce que je l'écris en ligne et d'habitude les vecteurs je les mets en vertical. Donc c'est juste pour exprimer le fait que moralement c'est vertical, mais je voulais pas que ça dépasse. Ça devenait moche après. Donc, prenons d'abord son gradient dans le repère cartésien. Donc, dans le repère cartésien, le gradient de f, c'est df sur dx fois ex, plus df sur dy fois ey, plus df sur dz fois ez. Ok. Donc, df sur dx, si on veut le calculer, eh ben, ça nous fait la dérivée de la fonction racine de x2 plus y2 plus z2. D'accord. Donc, c'est une fonction composée. On a composé la fonction racine avec la fonction x2 plus une constante, puisque quand on dérive partiellement par rapport à x, x de y de z2, c'est des constantes. Donc on se rappelle, la dérivée d'une fonction composée de f rangé, c'est g' f' rangé. Donc la dérivée de x carré, c'est 2x, et la dérivée de racine, c'est 1 sur 2 racines de ce qu'il y a sous la racine. Donc ça fait 2x divisé par 2 racines de x2 plus y2 plus z2. Les deux s'en vont, et donc ça fait x divisé par racine de x2 plus y2 plus z2. Donc ça, c'est la dérivée partielle de f par rapport à x. Par rapport à y ou par rapport à z, on va trouver exactement la même chose, donc je ne vais pas refaire 3 fois le même calcul. Et du coup, ce qu'on obtient, sauf qu'à la place de x, ce sera y puis z. Donc ce qu'on obtient, c'est que le gradient de f pour cette fonction-là, c'est x sur racine de x2 plus y2 plus z2 ex, plus y sur racine de x2 plus y2 plus z2 ey, plus z sur racine de x2 plus y2 plus z2 ez. Ok, très bien. Et maintenant, on voit que je peux écrire ça un peu différemment, écrire ça comme étant 1 sur racine de x2 plus y2 plus z2, je peux mettre en facteur de chacun de ces termes-là, et voir que suivant x, ma composante, ça va être x, suivant y, ma composante, ça va être y, suivant z, ma composante, ça va être z, donc ça fait le vecteur x, y, z. Et au miracle, voilà, c'était bien sûr calculé tout ça, si je puis dire, on retrouve le vecteur r en fait. Et donc le gradient de cette fonction f, c'est le vecteur r divisé par sa norme, puisque 1 sur racine de x2 plus y2 plus z2, c'est divisé par norme de r. Donc ce qu'on obtient, c'est le vecteur r divisé par la norme de r. Et la norme de r, c'est cette fonction-là, ensuite en passant. Donc on est parti. Ok, donc là, on a calculé le gradient de cette fonction dans le repère cartésien. Maintenant, on va passer dans le repère cylindrique et on va faire la même opération. Donc dans le repère cylindrique, on se rappelle, x est égal à r cos θ et y est égal à r sinus θ. Donc maintenant, il faut qu'on réexprime f dans le repère cylindrique. Donc f de xy dans le repère rθz, xyz, pardon, dans le repère rθz, ça devient f de x2, c'est r cosinus θ, le tout au carré, donc ça fait r carré cos carré θ. Y, c'est r carré sinus carré θ, donc c'est r carré sinus carré θ, plus z2, ça ne change pas. R carré facteur de cos carré plus sinus carré, ça fait R carré. Donc au total, ça fait racine de R2 plus Z2. C'est un peu plus sympa, on n'a plus que deux variables en fait. Quand on écrit des choses comme ça, et le gradient dans le repère cylindrique, on l'a vu tout à l'heure, on l'a pas démontré mais on l'a vu, c'est D sur DR, enfin c'est DF sur DR ER, plus 1 sur R DF sur dθ Eθ, plus DZ, DR sur DF sur DZ EZ. D'accord. Alors on voit que là on a une structure qui est rigoureusement la même que le coup d'avant, donc je ne vais pas me taper l'opération pénible de recalculer ça. On sait que la racine carrée de R2 plus Z2, quand on va vouloir la dériver par rapport à R d'abord, ça va nous faire du R sur racine de R2 plus Z2, et quand on va dériver partiellement par rapport à Z, ça va faire du Z sur racine de R2 plus Z2.
Donc ici, ça fait donc R sur racine de R2 plus Z2 ER, plus un machin qui est la dérivée par rapport à θ. Mais ça ne dépend pas de θ, donc ça fait 0 θ, plus Z divisé par racine de... alors j'ai laissé x2 plus y2 plus z2, c'est moche. C'est racine de R2 plus Z2, bien sûr, ici. Et donc au total, on met en facteur 1 sur racine de R2 plus Z2. Et donc c'est facteur de R suivant ER, 0 suivant θ et Z suivant EZ. Donc c'est facteur de R0Z. Alors ça ne se voit pas tout à fait directement, hein, mais on va transformer le R qu'on avait défini tout à l'heure, et on va le remettre lui aussi dans le repère cylindrique. Donc R qui était défini comme étant x exponentielle, x fois EX, plus y fois le vecteur EY, plus z fois le vecteur EZ, il se transforme lui aussi. R va devenir quoi? X et y pour les exprimer. Waouh, j'étais en forme quand je fais ça. Ça devient donc R cos θ, facteur de... la fatigue d'enregistrer 2 vidéos d'affilée qui font 1 heure chacune. Commence à pointer. Donc ce qu'on voit ici, c'est qu'on a... qu'est-ce que j'ai fait là? On a... Oui, si, d'accord, pardon. Donc le vecteur EX, lui, on l'a vu tout à l'heure, hein, dans le repère local, enfin je ne sais plus si on l'a vu, mais la façon d'exprimer le EX dans le repère local, c'est cos θ ER moins sinus θ Eθ. Donc ça, il faut le démontrer, je ne sais plus si on l'a démontré. Si on ne l'a pas démontré, je vous le donne gratuitement, si j'ose dire. Et le x ici, c'est R cos θ. Le vecteur EY, il est égal à sinus θ ER plus cosinus θ Eθ. Et y est égal à R sinus θ. D'accord, plus Z EZ. D'accord. Et maintenant, on va distribuer cette chose-là. Donc ça fait R cos carré θ ER. Okay. Moins R cos sinus θ Eθ, plus R sinus θ cosinus θ Eθ, donc le moins et le plus vont s'en aller l'un avec l'autre, plus R sinus carré θ ER. Voilà. D'accord. Et R cos carré plus R sin carré, ça fait R fois ER. Donc le vecteur R, passé dans le repère cylindrique, il s'écrit R0Z. D'accord. Ce qui est bien exactement l'expression qu'on a là. Et donc, on se retrouve bien avec un gradient de f qui est égal à R sur R. D'accord, qui est bien exactement identique à ce qu'on avait le coup d'avant. Voilà. Donc, on a bien refait le même calcul. Là, on avait fini le calcul formellement dans le repère cylindrique. Ce qu'on a juste vérifié là, c'est qu'on retrouvait bien la même chose. R sur norme de R par rapport au coup d'avant. Et dans le repère sphérique, vous voyez, c'est plus court parce qu'évidemment, c'est une fonction qui est très sympa dans le repère sphérique en fait. Si on prend x égale R sinus phi cos θ, y égale R sinus phi sinus θ et z égale R cos phi. Cette fois-ci, mon f de x, y, z va se transformer comme suit. F de R θ phi, ça fait donc pour x, ça fait R carré sinus carré phi cosinus carré θ, plus R carré sinus carré phi sinus carré θ, plus R carré cos carré phi. D'accord. Et les deux termes en sinus carré phi, là, on a cos carré θ plus sinus carré θ qui fait 1. Donc ça devient juste R carré sinus carré phi, plus R carré cosinus carré phi. Sinus carré phi plus cos carré phi, ça fait 1. Donc ça fait racine de R carré, qui fait valeur absolue de R. Et comme R est forcément positif ou nul, ça fait R. Donc ça, transformé en sphérique, c'est super sympa. Racine de x2 plus y2 plus z2, c'est égal à R. On sent que le repère sphérique va être notre ami. Et donc le gradient dans le repère sphérique, lui, il s'écrit la dérivée partielle par rapport à R fois ER, plus 1 sur R, la dérivée partielle par rapport à phi fois E phi, plus 1 sur R sinus phi, dérivée partielle par rapport à θ, Eθ. On voit que ces deux composantes-là vont être gentiment nulles. D'accord. Et tout ce qui nous reste, du coup, c'est la dérivée par rapport à R de R. La dérivée par rapport à R de R, ça fait 1. D'accord. Oui, alors j'étais resté sur valeur absolue de R. Bon, c'est pas moralement interdit. On peut l'écrire comme ça. Si on prend R comme étant n'importe quelle valeur, ça fait R sur valeur absolue de R. Si je ne me trompe pas. Bref, c'est pas grave. Donc on voit que suivant θ et phi, on a 0, d'accord, et suivant R, on a en fait 1 moralement. Et donc le vecteur gradient dans le repère sphérique, c'est 1 suivant R, 0 suivant phi et 0 suivant θ. Donc voilà, ça nous fait 1, 0, 0, et c'est bien tout à fait équivalent. On voit que cette fonction est vraiment facile à manipuler en coordonnées sphériques. De l'intérêt de travailler pour les fonctions qui sont heureuses dans le domaine sphérique avec des fonctions, des systèmes de coordonnées curviligne sphériques. Voilà.
Maintenant, un peu plus rapidement, on va voir l'expression de la divergence. Donc la divergence de f, alors il ne s'agit pas d'apprendre par cœur, hein. Ça va être égal à 1 sur HU, HV, HW. On se rappelle, c'est les normes des vecteurs tangents aux lignes coordonnées, là, les HU, HV, HW, au point M qu'on considère. De D sur DU de FU, la composante U du champ vectoriel F, exprimé dans ce repère-là, hein, HV, HW, plus D sur DV, exprimé dans le système de coordonnées, donc FV, HU, HW, plus D sur DW de FW, HU, HV. C'est pas du tout sympathique dans l'écrit de façon générale. On peut l'écrire explicitement pour chacun des systèmes de coordonnées. Si vous l'écrivez, alors si vous êtes un peu long, un peu patient, n'hésitez pas à faire, hein. Calculer les HU, HV, HW, calculer ces expressions-là, vous pourrez trouver pour le système cylindrique et pour le système sphérique, c'est une très bonne chose à faire. Que donc la divergence dans le repère cylindrique s'écrit 1 sur R, dérivée partielle par rapport à R de R fois la FR, donc la composante suivant R de F, plus 1 sur R, dérivée partielle par rapport à phi de la composante phi de F, et plus D sur DZ de la composante Z de F. Et dans les coordonnées sphériques, on obtient ce truc-là, là, qui commence à être un peu infect, mais c'est comme ça. C'est 1 sur R carré, D sur DR de R carré fois FR, plus 1 sur R sinus phi, D sur D phi de sinus phi fois F phi, plus 1 sur R sinus θ, D sur D θ de F θ. Voilà. On a écrit la divergence dans les coordonnées sphériques. Pareil pour le rotationnel, ça commence à être franchement infect, hein. Donc on avait notre moyen mnémotechnique. Donc de façon générale, pour un système de coordonnées curviligne UVW, le rotationnel de F, c'est 1 sur HU, HV, HW. Et notre petit moyen mnémotechnique, sauf que cette fois-ci, ça va être HU, EU, HV, EV, HW, EW. D sur DU, D sur DV, D sur DW, de FUHU, FV, HV, FW, HW. Et on calcule ce déterminant-là pour avoir le rotationnel. Donc je vous montre que les moyens mnémotechniques que ça donne pour le coordonnées cylindrique et sphérique. Je vous les montre, je ne vais pas vous les lire. À un moment c'est un peu fatigant. Il faut juste voir que les HU, HV, HW, ben là c'est 1, R, 1. Dans le repère sphérique, c'est 1, R, R sinus phi. Voilà. Et après tout le reste sont déduits de façon tout à fait cohérente. Et voilà. Et donc R fois R sinus phi, hein, ça fait le R carré sinus phi qu'on a là. C'est HU, HV, HW. Et ici, HU, HW, c'est 1 fois R fois 1, donc c'est 1 sur R. Voilà. Et donc, c'est l'expression des rotationnels. On ne travaillera pas avec cette année. Je voulais vous les montrer pour vous dire que on sait écrire ça, on sait faire des trucs encore bien plus compliqués, mais juste on les aura vus ensemble. On fera peut-être des calculs en l'utilisant, mais on ne va pas rentrer dans plus de détails d'analyse que ça. Voilà, c'est la fin de ce cours sur les systèmes de coordonnées curvilignes. À nouveau, c'est un cours un peu long qui contient beaucoup de notions extrêmement importantes pour la suite des opérations. Je pense que pour des chimistes, le repère le plus important, c'est le repère sphérique, puisque tous les atomes sont des repères sphériques. Pour des gens qui font du génie chimique, le repère cylindrique est particulièrement pertinent. Enfin voilà, tout dépend. En fait, cela dit, il y a des cuves sphériques aussi, donc le repère sphérique est important pour ces éléments-là. Bref, je vous laisse méditer sur toutes ces choses, et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures.